Je croyais que les années de solitude avaient fini par tuer en moi tout désir. Mon corps était devenu étranger, muet, seulement un rappel de la douleur. Mais tout a changé ce soir-là, quand ses mains ont touché ma peau. Au début, ce n'était qu'un soulagement, une chaleur attendue depuis longtemps dans mes muscles fatigués. Mais en quelques secondes, cela s'est transformé en quelque chose de plus, une brûlure soudaine qui s'est répandue dans tout mon corps. Je guettais chacun de ses gestes et pour la première fois depuis des années, mon cœur battait, non pas de douleur, mais d'un désir doux et grandissant. Je croyais que les années avaient éteint en moi toute étincelle. La douleur était devenue ma seule compagne, une présence sourde qui s'accrochait à mes os. Chaque matin, je me levais plus lourde que la veille, le corps courbé par l'habitude de souffrir. À 50 ans, j'avais appris à accepter ce poids comme une fatalité. J'avançais dans une maison trop silencieuse, persuadée que plus rien ne pouvait m'atteindre. C'est ce jour-là, pourtant, que tout a commencé à basculer. J'étais sortie acheter du pain, comme toujours, lorsque mes yeux se sont arrêtés sur un petit papier accroché au panneau d'annonce. Massage à domicile, soins personnalisés, respect et écoute. J'ai détourné la tête aussitôt, presque agacée d'avoir remarqué un détail aussi insignifiant. Mais le soir venu, incapable de trouver le sommeil, je revoyais encore ces mots simples qui s'imposaient à moi. 3 jours plus tard, j'ai fini par composer le numéro, la gorge serrée comme si j'allais commettre une imprudence. La voix qui m'a répondu était étonnamment douce, presque trop jeune pour inspirer confiance. Elle s'appelait Clara. Elle m'a posé quelques questions, m'a proposé un rendez-vous le jeudi suivant. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de crainte, comme si j'avais ouvert une porte que je ne pourrais plus refermer. Le jour venu, j'avais préparé la chambre avec un soin ridicule. Pas pour l'ordre ou la propreté, mais comme si j'attendais une visite qui allait bouleverser quelque chose de secret en moi. Quand la sonnette a retenti, mon cœur s'est emballé de manière absurde. Elle est entrée d'un pas sûr, posant son sac d'un geste calme. Ses mots étaient mesurés, sa présence silencieuse mais pleine. J'ai répondu à ses questions par des phrases brèves, incapable d'avouer combien j'étais nerveuse. Puis elle m'a laissée seule pour me préparer. J'ai eu l'impression de me dépouiller d'une armure lorsque j'ai retiré mes vêtements. Allongée, j'attendais. Le silence pesait. J'ai entendu le léger cliquetis d'un flacon, puis une odeur d'huile s'est répandue dans l'air. Ses mains se sont posées sur mes épaules. Une chaleur inattendue m'a traversée, comme si mon corps se souvenait soudain qu'il pouvait encore être touché avec douceur. Les premières pressions étaient fermes, méthodiques. Mais pour moi, elles étaient tout sauf banales. Chaque mouvement dissolvait un peu de la carapace que j'avais construite autour de ma douleur. Je sentais mes muscles céder, mais plus encore, c'était ma vigilance qui s'effritait. Quand ses pouces ont glissé le long de ma colonne, un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas de la surprise, ni même de la gêne. C'était la reconnaissance brutale d'un manque que j'avais nié trop longtemps. Je retenais ma respiration pour ne pas trahir le bouleversement intérieur qui me traversait. Elle, de son côté, restait concentrée, silencieuse, comme si elle savait déjà où poser ses mains pour réveiller ce qui dormait en moi. Le temps s'est dissous. Quand enfin elle s'est retirée, je suis restée immobile, incapable de revenir immédiatement à moi-même. Mon corps vibrait encore de sa présence. Elle a rangé son matériel avec un calme professionnel, m'a souhaité une bonne soirée et la porte s'est refermée derrière elle. Mais moi, je n'étais plus la même. La douleur était toujours là, mais elle avait changé de nature. Elle n'était plus seule. Quelque chose d'autre l'accompagnait désormais. Une tension nouvelle, troublante, qui n'avait rien à voir avec mes muscles fatigués. Pour la première fois depuis des années, j'attendais le lendemain, non pas avec résignation, mais avec une curiosité inquiète.
La semaine qui suivit passa dans une étrange torpeur. Je tentais de reprendre mes habitudes, mais chaque geste ordinaire était traversé par le souvenir de ses mains. Préparer le café, descendre les escaliers, même ouvrir la fenêtre, tout semblait accompagné d'une présence invisible. Je m'efforçais de me convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un service, une aide ponctuelle à un corps fatigué. Pourtant, j'attendais déjà le prochain rendez-vous. Lorsque Clara revint, je crus un instant que la première fois avait été une illusion. Mais dès son entrée, la même tension m'envahit. Son calme apparent contrastait avec l'agitation qui grondait en moi. Je la conduisis à la chambre et le rituel reprit. Pourtant, cette fois, chaque mouvement avait une intensité différente. Mon corps réagissait plus vite, plus fort. La simple pression de ses paumes me coupait le souffle. Je voulais croire qu'elle ne remarquait rien, qu'elle poursuivait son travail avec le même professionnalisme. Mais il y eut des instants trop longs, des pauses où sa main semblait hésiter, comme si elle écoutait quelque chose en moi. À un moment, ses doigts frôlèrent le bord de la serviette qui me couvrait. Le contact fut bref, presque anodin, mais mon cœur s'emballa. Elle continua comme si de rien n'était. Et pourtant, le silence entre nous prit une autre densité. Quand la séance s'acheva, je restai assise, incapable de trouver les mots. Elle replia les serviettes, rangea son huile, puis me regarda un instant avant de partir. Son regard n'était pas appuyé, pas envahissant, mais il portait un éclat que je n'avais pas imaginé. J'ai refermé la porte avec des mains tremblantes. Les jours suivants, je me surpris à guetter des signes partout. Un parfum sur ma peau, un écho de chaleur dans le bas de mon dos, une impatience diffuse. C'était comme une fièvre discrète que je ne voulais pas nommer. Mais autour de moi, le monde reprenait son cours, indifférent à ce qui s'éveillait en silence. Ce fut ma fille, Élise, qui brisa la bulle. Elle vint dîner un soir et, en passant dans le couloir, remarqua la carte de visite de Clara laissée sur la table. « Tu prends des massages maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire ironique. Je répondis vaguement, mais je vis dans ses yeux une pointe de jugement, comme si ce choix révélait une faiblesse ridicule. Son ton changea ensuite, plus sec. « Tu devrais faire attention, les gens parlent vite dans ce quartier. » Je ne sus que répondre. Le lendemain, au marché, une voisine fit une remarque ambiguë sur les nouvelles habitudes que j'avais prises. Je compris alors que ma fille n'avait pas exagéré. Déjà, les chuchotements commençaient. Je ressentis une honte absurde, comme si j'avais commis une faute. Pourtant, tout ce que j'avais fait, c'était accepter qu'on soulage ma douleur. Cette gêne se transforma en colère. Contre moi d'abord pour avoir laissé transparaître mon trouble. Contre eux, ensuite, pour leur manie de juger ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais surtout, contre ce désir naissant qui me rendait vulnérable alors que j'avais passé des années à construire une carapace. Quand Clara revint pour la 3e séance, je décidai de me contenir, de redevenir simple cliente. Je répondis brièvement à ses questions, éviter son regard, mais dès qu'elle posa les mains sur moi, ma résolution s'effondra. Mon corps trahissait tout ce que ma voix taisait. Je sentais sa chaleur s'infiltrer dans chaque fibre de moi. À un moment, elle s'arrêta un peu plus longtemps au creux de mes reins et j'eus l'impression qu'elle percevait la vérité que je voulais cacher. Après son départ, je restai longtemps debout devant la fenêtre, incapable de décider si je devais mettre fin à ces rendez-vous ou les laisser me consumer davantage. Le dilemme se glissait dans mes nuits, transformant mes rêves en scènes confuses où désir et honte s'entremêlaient. Je savais qu'un choix se profilait, qu'il ne s'agissait plus seulement de soulager mes douleurs. Quelque chose s'était ouvert et il était trop tard pour refermer la brèche. Les jours suivants furent marqués par une tension constante. J'essayais de convaincre ma fille qu'elle s'inquiétait à tort,
que ces séances n'étaient qu'un simple soin pour soulager mes douleurs. Mais au fond de moi, je savais qu'Élise avait perçu ce que je n'osais pas encore admettre. Clara n'était pas seulement une présence apaisante. Elle représentait une faille dans ma solitude, une brèche où s'engouffrait un désir que je n'avais plus connu depuis des décennies. Lors de notre 4e rencontre, quelque chose changea. Clara était moins concentrée que d'habitude, plus hésitante. Ses gestes demeuraient précis, mais son silence semblait lourd, presque inquiet. À la fin de la séance, alors que je me rhabillais, elle resta debout, le sac encore fermé. « Je dois vous dire quelque chose » lâcha-t-elle d'une voix basse. Je levai les yeux, le cœur battant trop fort. Elle hésita avant de poursuivre. « Ma famille ne me parle plus. Ils ont découvert, il y a quelques années, que j'aimais une femme. C'était ma première relation sérieuse, mais cela s'est très mal terminé. Depuis, mes parents refusent de m'accepter. » Ces mots résonnaient douloureusement en moi. J'avais connu l'isolement, mais pas ce rejet brutal. Je ne trouvais pas quoi répondre. Elle continua, presque en murmurant. « Elle s'appelle Sophie. Elle a été importante pour moi. Peut-être l'est-elle encore un peu. » Un froid me traversa. J'avais espéré, naïvement, être la seule à occuper cet espace fragile qu'elle avait ouvert devant moi. Au lieu de cela, elle m'avouait que son cœur restait tourné vers une autre. Je tentais de dissimuler ma réaction, mais je sentais déjà une amertume envahir ma poitrine. Dans les jours qui suivirent, mes doutes grandirent. J'avais remarqué que Clara consultait souvent son téléphone avant ou après nos rendez-vous. Un soir, alors qu'elle s'était absentée quelques minutes pour prendre un appel, j'entendis son ton changer, plus doux, plus intime. Quand elle revint, je lui demandai sans détour. « C'était elle ?» Son visage se figea, puis elle admit que Sophie l'appelait encore parfois, qu'elle ne savait pas comment couper ce lien. Ma gorge se serra. Une part de moi voulait comprendre, accepter que son passé la poursuive. Mais une autre, plus profonde, se sentit trahie. Comment pouvais-je lui confier mes fragilités si elle continuait à tendre la main vers une histoire qui n'était pas morte ? La séance ce jour-là se déroula dans un silence tendu. Ses mains glissaient sur ma peau, mais je ne ressentais plus la même chaleur. Chaque geste me semblait faux, contaminé par l'image d'une autre femme invisible entre nous. À la fin, je lui dis, presque brutalement, « Je ne veux pas être une échappatoire. » Elle voulut répondre, mais je levai la main pour l'arrêter. Je ne peux pas supporter l'idée de n'être qu'un passage entre toi et elle. Elle resta immobile, ses yeux brillants de choses qu'elle n'osait pas dire. Puis elle partit, laissant derrière elle une pièce froide et un vide plus lourd que jamais. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les paroles de Clara tournaient dans ma tête. Je repensais à mes années de mariage, aux mensonges que j'avais tolérés, aux trahisons muettes qui avaient détruit ma confiance. Avais-je répété le même schéma en m'attachant à quelqu'un incapable de me choisir pleinement ? Au matin, je décidai de mettre fin aux séances. Je pris mon téléphone, composai son numéro, mais je restai figée avant de valider l'appel. Mon doigt tremblait. Finalement, je posai l'appareil. Je n'avais pas la force de rompre définitivement, pas encore. Mais je savais que quelque chose s'était brisé. La douleur dans mon dos, jadis insupportable, me parut soudain secondaire. Ce qui me consumait désormais, c'était l'impression d'avoir rouvert mon cœur pour le voir aussitôt menacé, et je ne savais pas si j'avais encore la force de me battre. Les semaines suivantes furent un champ de bataille silencieux. Clara ne m'appelait plus, et je n'avais pas la force de tendre la main. Pourtant, chaque matin, je guettais le bruit d'un pas dans l'escalier. Chaque soir, je croyais entendre la sonnette. Rien ne venait. Le vide grandissait, mais je prétendais que cela m'était égal.
C'est ma fille qui fit éclater la façade. Un dimanche, elle s'installa dans ma cuisine avec une sévérité inhabituelle. Maman, les voisins parlent. Ils disent que tu vois une fille qui pourrait avoir mon âge. Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour moi? Son ton n'était pas inquiet, mais accusateur. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle voulait me faire honte. Je restais muette, incapable de trouver une réponse. Elle poursuivit. Tu as déjà assez souffert avec papa? Pourquoi t'infliger encore une situation compliquée? Le nom de mon ex-mari tomba comme un coup de couteau. Lui, qui m'avait humilié tant de fois, devenait l'argument pour m'interdire de recommencer à vivre. Quelques jours plus tard, au marché, une voisine que je connaissais depuis 20 ans me lança, devant d'autres femmes. Alors, Anne, il paraît que tu as retrouvé une nouvelle jeunesse avec ta thérapeute. Son sourire moqueur déclencha un rire général. J'eus envie de disparaître. Je posai mes achats et quittai l'étal, le visage brûlant. Le soir même, mon ex-mari m'appela, sans doute informé par ma fille. Sa voix était pleine de mépris. Tu devrais avoir honte. Tu fais rire tout le quartier. À ton âge, t'afficher avec une gamine. Tu veux qu'Élise se détourne de toi? Je raccrochai avant qu'il n'aille plus loin, mais ces mots s'incrustèrent comme du poison. La solitude devint lourde, oppressante. Je me surpris à marcher dans ma propre maison comme une intruse, craignant le regard imaginaire de ceux qui me jugeaient. Le téléphone resta muet, et chaque jour sans nouvelles de Clara renforçait ma conviction qu'elle avait choisi de retourner vers Sophie. Un soir, pourtant, je la vis. Je revenais de la pharmacie quand je la croisai dans une rue adjacente. Elle parlait à une autre femme, un peu plus âgée, son visage tendu mais familier. Sophie, sans doute. Elles ne s'embrassaient pas, mais leurs gestes trahissaient une intimité ancienne. Je passai mon chemin avant qu'elle ne me voie. Mon ventre se serra comme si je venais de confirmer ce que je craignais. Je n'étais qu'une parenthèse. Cette nuit-là, je ne pus contenir ma colère. J'envoyai à Clara un message court. Ne reviens plus. Pas d'explication, pas de justification. Juste la sentence que je croyais nécessaire pour me protéger. Son silence qui suivit fut plus douloureux que ses aveux. Les jours suivants, je crus trouver une forme de stabilité. Je rangeais, je faisais mes courses, j'essayais de sourire devant ma fille. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Je n'étais pas en paix, j'étais éteinte. Ce que j'avais découvert avec elle, ce frisson d'être encore capable de sentir, de désirer, s'était transformé en une absence plus cruelle que la douleur de mon dos. Une nuit, Élise me demanda frontalement « Tu l'aimais ?» Sa voix était froide, mais ses yeux brillaient de curiosité. J'aurais voulu nier, mais aucun mensonge ne vint. J'hochai simplement la tête. Elle soupira et murmura « Alors pourquoi avoir tout gâché ?» Ces mots m'atteignirent comme un miroir. Oui, pourquoi? Était-ce Clara qui avait trahi en restant liée à son passé, ou moi qui avais cédé trop vite à la peur des regards? Je réalisais que la véritable blessure ne venait pas des autres, mais de ma lâcheté. J'avais encore laissé les voix autour de moi décider de ce que j'avais le droit de ressentir. Je compris alors que ce que j'avais perdu n'était pas seulement Clara, mais une part de moi-même que j'avais enfin retrouvée et aussitôt rejetée. Le silence dura plusieurs semaines. J'avais interdit à Clara de revenir et elle respecta mon choix. Mais son absence ne me libéra pas. Elle creusait en moi un vide plus profond que la douleur physique qui m'avait poussée à l'appeler la première fois. Je croyais m'être protégée, mais je m'étais enfermée dans une prison encore plus étroite. Un soir, en rangeant de vieux cartons, je tombais sur des photos jaunies. Moi plus jeune, souriante, entourée d'amis. J'y vis une femme qui n'avait pas honte d'exister, qui croyait encore que tout était possible. Où était-elle passée? Je compris alors que ce que j'avais fui, ce n'était pas Clara, ni même Sophie, c'était la peur. La peur de déranger, de décevoir, de ne pas correspondre.
Le lendemain, j'invitais ma fille à déjeuner. Je décidai de parler sans détour. Élise, je ne vais plus me cacher. Oui, j'ai des sentiments pour une femme. Peut-être que cela choque, peut-être que certains en riront. Mais c'est ainsi. Je ne veux plus mentir ni à toi, ni à moi. Elle me regarda longuement, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, maman. Si c'est ce que tu veux vraiment, je finirai par l'accepter. Son ton restait hésitant, mais j'y percevais une ouverture. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Le même soir, alors que je rentrais du marché, j'aperçus Clara devant ma porte. Elle semblait prête à partir, mais en me voyant, elle resta immobile. Mon cœur se serra. Je m'approchai. « Pourquoi es-tu venue ?» Elle hésita, puis répondit « Parce que je ne veux pas que ça se termine ainsi. J'ai été lâche en gardant un lien avec mon passé, mais je ne veux pas perdre ce que j'ai trouvé avec toi. » Ces mots brisèrent la muraille que j'avais dressée. Je lui avouai mes doutes, ma honte, la violence des jugements subis. Elle m'écouta sans m'interrompre, puis posa simplement une main sur la mienne. Ce geste suffisait. Je n'étais plus seule. Les semaines suivantes, nous recommençâmes à nous voir, mais cette fois sans secret. Les rumeurs n'avaient pas disparu, au contraire. Certains voisins continuaient leurs insinuations. Mon ex-mari lança même quelques piques venimeuses lors d'un appel. Mais je ne réagissais plus comme avant. Leur mépris ne me définissait plus. Je savais que leur colère venait de leurs propres limites, pas des miennes. Un dimanche, alors que nous marchions au bord du Rhône, Clara me demanda « Regrettes-tu » Je la regardai longtemps avant de répondre « Non ». Je regrette seulement d'avoir attendu si longtemps pour me permettre de vivre. La douleur physique n'avait pas disparu. Mes articulations restaient fragiles, mes nuits parfois agitées. Mais il y avait une légèreté nouvelle en moi. Je ne portais plus la honte des autres. J'avais accepté mon histoire, mes désirs, mes choix. Clara n'était pas une guérisseuse miraculeuse, ni une promesse d'éternité. Elle était une femme qui, par sa présence, m'avait rappelé que j'avais encore le droit d'aimer et d'être aimée. Et cela suffisait. Quant à ceux qui avaient ricané, ils restèrent dans leur certitude étroite. Leur jugement ne pesait plus sur mes épaules. J'avais choisi une autre voie, celle de l'acceptation et du courage tranquille. Je n'avais pas retrouvé la jeunesse perdue, j'avais trouvé mieux, une liberté que je m'étais refusée toute ma vie. Et à 50 ans passés, cela valait plus que toutes les années gâchées dans le silence.